Bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'avoir une invitée vraiment spéciale, c'est Elsa Meyers. Bien, bonjour Elsa. Bonjour Jean-Luc, merci de m'accueillir. Alors, pourquoi une invitée un peu spéciale? Parce qu'en fait, elle n'a pas une casquette, elle en a plusieurs. Pourtant, elle n'a qu'une tête. Alors, au départ, elle est architecte. Alors, mais elle expliquera la différence un tout petit peu entre architecte et architecture. Et puis, alors, elle s'est spécialisée dans l'architecture d'intérieur. Et puis, de là, maintenant, elle fait quelque chose de vraiment spécial. C'est une transmission de ses savoirs au travers de petits livrets ou de e-books, appelez ça un peu comme vous voulez, mais d'un format très spécial et très agréable à lire. Elle a un compte Instagram hyper fourni, donc je vous inviterai de façon, au travers de différents liens, de les consulter. Et je trouve que c'est le complément idéal, soit en amuse-bouche de la formation Je bâtis ma maison, soit en complément de écrit, tout simplement parce qu'elle nous partage, va dans la logique tout à fait de la formation Je bâtis. Donc maintenant, je te laisse la parole. Bien, bonjour à toi, Elsa. Merci beaucoup pour cette petite introduction à la fois précise et générale. Alors, je vais partager mon écran. Hop, et voilà, on va arriver sur la petite présentation aujourd'hui. Est-ce que... Ok, c'est en plein écran. Bonjour à tous, donc Elsa Meyer. Je vous présente rapidement mon parcours. Donc, je suis diplômée de l'école d'architecture, j'ai un master. Et la différence avec le grand titre de architecte qui est protégé, c'est que je n'ai pas fait cette 6e année d'études en alternance qui permet de s'inscrire à l'ordre. Donc, j'ai toutes les compétences de l'architecte, mais je n'ai pas le statut officiel. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi donc, dans une agence parisienne sur différents projets qui allaient de la cour d'école au logement collectif en passant par du bâtiment industriel. Et j'ai quitté ça pour me recentrer sur les projets qui, moi, me tenaient plus à cœur en tant qu'auto-entrepreneur et qui vont être le réaménagement intérieur, donc dans des appartements parisiens, la modélisation 3D. Je fais beaucoup de modélisation 3D, parfois pour des projets qui ne sont pas réalisés, qui permettent juste de faciliter la vente des biens. Donc ça, je fais ça pour des agents immobiliers. Et je passe aussi beaucoup de temps, donc comme Jean-Luc l'a dit, sur du partage de connaissances, à créer du contenu sur Instagram pour donner des bribes d'informations sur la conception éco-responsable. Et j'écris en parallèle des petits guides e-book donc, que vous pouvez avoir soit en format Kindle, soit en format papier, dans lesquels j'essaye de mettre vraiment tout ce que j'ai appris sur l'architecture éco-responsable et de mettre ça sur un format un peu ludique, proposer beaucoup de ressources gratuites. En complément à ce que tu as dit là, parce que c'est peut-être échappé, tu as parlé en 2 secondes d'aménagement de cours de récréation et on est en plein dans la thématique du réchauffement à l'heure actuelle. Réexplique-nous un tout petit peu le projet, ce qu'on a parlé en off et je trouve ça extraordinaire ce que des mairies sont en train de faire. Voilà, alors les projets, alors je ne sais pas s'il y en a eu d'autres en France, je sais qu'à Paris, ils ont déjà pas mal développé ça, ils appellent ça les cours Oasis. Et l'idée, c'est de retirer tout le bitume qu'on a aujourd'hui dans les cours d'école, qui pour la plupart, en tout cas ici en Île-de-France, sont vraiment des grandes esplanades de bitume. On casse tout et on va retravailler avec beaucoup plus de végétation, beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de matériaux drainants. C'est l'idée de pouvoir réinsérer l'eau dans les nappes phréatiques aussi. Donc, nous, on a beaucoup utilisé de béton drainant parce que ça reste une cour d'école. Donc, on est obligé d'avoir des matériaux qui soient solides, qui soient fiables, mais en même temps qui ont cet aspect, qui ont ce côté écologique. Et dans ces projets-là, on avait aussi beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire que par exemple, nous, on avait récupéré de l'eau des toitures et on l'avait acheminée jusqu'au potager avec un petit système de canalettes où on avait des U métalliques recyclés qu'on mettait les uns en superposition des autres et donc on voyait l'eau qui coulait au fur et à mesure. Ouais. Et c'est super pour les élèves parce que c'est de leur dire, voilà, l'eau, elle tombe du ciel, elle tombe sur vos toitures. De ces toitures, on peut les récupérer, on peut la contenir et on peut s'en servir pour arroser des plantes. Et beaucoup de projets comme ça, beaucoup d'essences, de biodiversité différentes sur lesquelles, après, ils devaient faire des petites affiches pour les présenter. On a beaucoup travaillé les essences végétales et là-dessus, j'ai sorti aussi une petite ressource gratuite, justement aujourd'hui, sur, par exemple, comment choisir des plantes. Alors, nous, on appelait ça les haies nourricières et qui sont en fait toute une somme de petits arbustes qui vont permettre d'abriter et de nourrir la biodiversité.
les petits animaux, les insectes, les papillons. Et ça, c'est super parce que si de toute manière, vous voulez planter quelque chose, autant planter quelque chose Quelque qui chose serve, d'utile. voilà, qui serve en plus à nourrir les petits animaux. Et ces projets de cours sont super et il y en a là donc à Paris et il y en a dans le... Moi, je travaillais dans le département 92, ils appellent les cours résilientes. Et Allez, l'idée, c'est super. vraiment de toutes les refaire et je trouve ça super. Et voilà, comme vous disiez, on est en plein réchauffement climatique, le bitume, c'est chaud, ça diffuse cette odeur en plus un peu malsaine. Et de remplacer ça par de la végétation et des arbres. Et on sait que les arbres, en plus d'apporter de l'ombre qui rafraîchit, leur évaporation, leur évapotranspiration rafraîchit encore plus l'air et c'est super. C'est super pour les enfants, c'est beaucoup plus agréable et ils étaient tellement heureux de voir ces projets transformés. On essayait de les faire pendant un été, alors on voyait quand ils revenaient à la rentrée leur regard, waouh, c'est super. Je prends une des phrases d'un des formateurs, j'ai eu l'information, c'était les Philippot, et ils avaient des petites boules de terre dans lesquelles ils avaient inséré des graines. Et en fait, quand ils vont à des manifs ou des choses comme ça, ils lancent ça un peu partout parce qu'ils disent faites péter le béton et on y va. Bah voilà, et puis après ça pousse, hein. Tout à fait. Je te laisse continuer ta présentation. Aujourd'hui, donc moi, mon grand thème, c'est comment concevoir une maison éco-responsable qui se regroupe tout à fait avec ta formation. Et j'aborde ça sous plusieurs points. La première chose dont on va parler, c'est prendre du recul. Ça va s'enchaîner avec l'idée du cycle de vie du bâtiment des matériaux, écomatériaux, conception bioclimatique et l'importance de la préparation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est être éco-responsable? Parce qu'on voit beaucoup de mots, on voit durable, on voit bioclimatique, on voit écologique. Et moi, j'ai choisi éco-responsable. Et du coup, pourquoi? Parce que pour moi, c'est une approche qui est vraiment globale, c'est-à-dire qu'on va réfléchir non pas en termes de juste des matériaux qui durent longtemps ou juste des matériaux qui sont locaux ou juste préserver l'environnement sur ce site-là. C'est une approche voilà, que je veux vraiment globale sur l'ensemble du projet. Et ça commence évidemment par prendre du recul sur ses croyances parce que moi, j'entends souvent vivre, par exemple, vivre à la campagne est plus écologique que vivre en ville. Alors, je ne dis pas que l'un est vrai ou que l'un est faux, mais à tous les gens qui m'ont dit ça, j'aimerais leur faire comprendre que vivre à la campagne, c'est pas parce que vous êtes entouré de nature que vous faites quelque chose d'écologique. Parce que d'une part, souvent, les terres sur lesquelles sont construites les maisons étaient à la base des terres agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos villes, elles se sont construites, mais vraiment, il y a des centaines d'années, à l'époque médiévale, et voire encore avant, sur les terres les plus fertiles, parce que les gens, ils avaient besoin d'eau et de faire pousser de la nourriture. Et les villes se sont développées à partir de ces noyaux ultra fertiles et ultra bien irrigués. Elles ont construit toutes ces zones et se sont de plus en plus développées, ce qui fait que finalement, nos meilleures terres, on a construit des villes dessus et plus on s'étend, plus on est en train de les manger. Donc ça, c'est un point. Déjà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on construit, il y a de grandes chances pour qu'on soit sur une terre qui aurait pu être cultivée, qui aurait pu être plantée. Et en plus de ça, donc je l'ai aussi sur ma slide d'après, il y a toute la question des réseaux. Si vous êtes tout seul à 300 km de la ville la plus proche, il faut savoir qu'on a construit tous les réseaux pour vous amener votre eau, votre électricité, votre Internet, que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a vos éboueurs qui vont passer, il y a un facteur qui va vous amener le courrier et tout ça, c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée à chaque fois. Si vous êtes loin de votre travail, de l'école, des activités sportives, à chaque fois, on prend la voiture. Donc, il faut le prendre en compte finalement dans notre équation générale de habiter éco-responsable. Et après, bon, là, j'ai la question des matériaux qui était plutôt sur cette slide dont on a déjà parlé, mais je ne sais plus si c'était en off ou déjà dans le filmé. C'est je veux une maison écologique, donc je vais construire en bois. Ok, peut-être. Peut-être que c'est une très bonne idée, mais d'où vient ce bois? Est-ce qu'il est d'une forêt locale, gérée durablement? Comment est-ce qu'il a été transformé? Bah, par exemple, sur une petite anecdote sur ces chantiers de cours d'école, on voulait mettre des assises en bois. Et on s'est dit, OK, on va mettre des assises en bois, mais on veut quelque chose qui soit dans le respect du matériau et de la nature. On veut du bois non traité. On n'a jamais réussi à l'avoir. On voulait des bois. C'est encore une équation difficile parce que du coup, c'est souvent les bois exotiques qui sont plus solides, qui résistent aux rongeurs, à la pluie.
mais du coup, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils sont importés de loin? Et sinon, en France, on va avoir souvent du pain, mais pour qu'il soit classe 4, il est traité. Et bah, je ne sais pas si tu en parles dans ta formation, mais on le reconnaît souvent parce qu'il prend une espèce de petite couleur un peu jaune trop vif Oui. pour être du bois. Et là, on sait que c'est un bois traité. Donc, est-ce qu'il est toujours aussi écologique que ce qu'on s'imagine? C'est euh, c'est une grande question. Et Alors là, nous, on a fait quelque chose que normalement on ne peut pas faire. Nous, on n'a pas pris du classe 4, on a pris du classe 3 parce qu'il est traité à ce moment-là qu'en superficie, mais ça me suffisait largement. Par contre, effectivement, l'inconvénient, c'est que quand tu coupes le bois, ben, il n'est plus traité. Donc, tous les endroits de coupe, oui, on a dû les traiter localement, je dirais, bois par bois. Voilà. bah, c'est intéressant de dire que cette solution existe finalement. Tout à On n'est fait. pas obligé d'avoir un bois qui est traité au cœur. Mm. Tout à fait. Mais effectivement, si maintenant j'étais en tant que constructeur et que je devais donner une garantie sur le bois, je n'aurais pas pu le faire. Bah, bien sûr, Donc, mais la ça, liberté de c'est l'autoconstructeur, il peut parfois jouer un peu à minimaliser ses risques qu'il a envie de prendre. là aussi, j'ai des anecdotes sur l'assurance en fait des choses qu'on utilise. Et nous, on avait fait un petit terrain de foot dans cette cour de récréation et donc on a des poteaux auxquels on accroche les filets par ballon. Et on voulait accrocher une lumière à ce poteau. Et en fait, le fournisseur du poteau nous a dit, vous ne pouvez pas perforer mon poteau, sinon il n'est plus assuré. Et donc, on s'est retrouvé à faire quelque chose qui n'a pas de sens, c'est-à-dire de mettre deux poteaux les uns à côté de l'autre, l'un pour tenir le fil, l'autre pour tenir la lumière. Et ça, c'est un peu, enfin, on a été obligé de l'accepter parce qu'il fallait et le Ouais, fil et la lumière et l'assurance parce que c'est dans le domaine public, mais bon, bien sûr. ça n'a pas de sens. Et le dernier point là, central sur mon écran que je voulais aborder, c'est une maison passive et forcément écologique puisqu'elle ne consomme pas d'énergie. Parce que voilà, la maison passive, donc c'est une maison qui normalement n'a pas de besoin en chauffage, qui est chauffée par les humains qui la vivent, la chaleur produite par exemple par votre électroménager, toutes ces choses-là, et la chaleur du soleil qui rentre et qui est stockée. Mais est-ce qu'elle est écologique parce qu'elle n'a pas de besoin en chauffage? C'est une question qui est plus grande et il faut se dire comment est-ce qu'elle a été construite, comment est-ce qu'elle est vécue, qu'est-ce qu'elle va devenir une fois qu'elle ne sera plus habitée. Et c'est là qu'on va avoir vraiment son côté éco-responsable ou non. Si elle a été faite en parpaing avec des matériaux isolants qui sont toxiques, euh, qu'elle nécessite beaucoup d'entretien, beaucoup de traitements chimiques, voilà, est-ce que, elle est toujours écologique bien qu'elle soit passive? Ouais. Mais là, je te rejoins dans le sens où il y a encore des inepties dans les plans carbone. Par exemple, le mazout est considéré en plan énergie grise zéro, comme si le mazout n'était pas transporté pour aller jusque chez toi. Mm. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Je disais, qu'est-ce que c'est être éco-responsable? Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot et pas une maison juste écologique ou juste qui ne consomme pas d'énergie pendant son exploitation, parce que ce serait une vision vraiment plus restreinte à un instant T de la vie du bâtiment. Tout à fait. Et puis surtout, ta vision elle permet d'aller beaucoup plus loin, puisque tu es déjà sur la conception, on a parlé tantôt par rapport aux facteurs, par rapport à tes déplacements. Donc, c'est Mm. vraiment une vision globale et pas une vision rien que la construction. Et là, on se rejoint mais à 100% sur la formation. Alors, tu n'es pas rentré dans l'intérieur de ma formation, mais in fine, on a tous les deux la même stratégie, la même approche en tout cas. Ouais, bah c'est pour ça qu'à la fin, on aura l'importance de tout anticiper. On ne Oui, peut tout à pas fait. se choisir un terrain et se dire après, ah, mais maintenant je veux faire un truc éco-responsable dessus. Peut-être que c'est pas Quoi? le. Donc, tu vas pas réussir à faire comme Stéphane Plaza en 5 minutes de trouver la maison idéale? Mais enfin, Je vais avoir du mal, je vais avoir du mal. Hop, je déplace ça. Donc, pour résumer, l'éco-responsabilité désigne l'ensemble des actions visant à limiter les impacts d'une activité sur l'environnement. Et moi, c'est vraiment l'ensemble des actions que je trouve important parce qu'il faut tout voir dans sa globalité et chaque petite action qu'on fait a une importance. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler dans cette agence d'architecture, voilà, on dessine des plans, nous, les architectes, sur l'ordinateur. Parfois, c'est quand même très déconnecté de la réalité. Et je me souviens que mon patron m'avait dit, mais Elsa, souviens-toi qu'à chaque fois que tu dessines un trait, toi, sur ton ordinateur, bah, c'est des matériaux, c'est des gens qui vont le mettre en œuvre, c'est de l'argent public qui est dépensé, parce qu'à ce moment-là, on travaillait pour une entité publique. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est aussi un message que
que je veux transmettre, c'est chaque petite décision est importante dans la globalité du projet. Pensez simple. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Simple, mais pas simpliste. Voilà, exactement. Important. Et une deuxième chose qui est très importante, c'est à limiter les impacts d'une activité. Et quand j'ai écrit mon premier livre, tout à la fin, il y a l'exemple de la maison inspirée des Earthships par une fille qui s'appelle En route vers demain sur Instagram. Et je lui avais demandé son autorisation pour présenter son projet à la fin de mon livre parce qu'il est vraiment super intéressant. C'est une maison qui est complètement autonome, elle fait tout en autoconstruction, beaucoup de bois terre. Et j'avais écrit dans la description de son projet que quelque chose du style que sa maison n'avait quasiment pas d'impact sur l'environnement. Et elle m'a dit, écoute, Elsa, ça, je voudrais que tu l'enlèves parce que c'est faux. Et pour moi, tout ce qu'on fait, c'est un gros impact. Et la seule chose que j'essaye de faire, c'est de le réduire au minimum. Tout à Et j'ai fait. trouvé que c'était très intéressant. Là, je te rejoins parce que j'ai un des intervenants en formation, c'est Luc, qui a construit son Earthship pas loin de chez moi, du côté de Sisteron. Et lui s'en voulait en disant, ben, tout compte fait, on a quand même mis pas mal de béton au sol ici et là. Et je lui dis la chose suivante, on n'est pas parfait. On essaie de faire au mieux et essayer d'avoir le moins d'impact possible. Et effectivement, tu devrais recommencer maintenant. Peut-être que tu optimaliserais encore ton Mm. impact, mais tu peux pas t'en vouloir des choses qui ont été faites parce que sinon, on peut rester aussi chez soi, ne jamais rien faire. Bah, c'est vrai. Et on me l'a dit une fois quand je présentais des façons de construire de manière plus éco-responsable. Et on m'a dit, oui, mais le mieux, ce serait encore de ne pas construire. J'ai dit, certes, c'est sûr que la meilleure façon de dépenser zéro en énergie et de n'avoir aucun impact sur un site donné, c'est de ne pas construire dessus. Mais à partir du moment où les gens ont besoin d'habiter quelque part et que de toute manière, ils vont faire construire quelque chose parce qu'ils veulent, parce que c'est un projet de vie, parce que ça fait partie de leur développement personnel aussi, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils fassent ça de la meilleure des façons? Tout à fait. On va pas dire ne construisez plus jamais ou c'est pas, je pense que c'est pas possible non plus. Alors, voilà, construire éco-responsable, c'est prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc, je pense que j'ai déjà parlé plusieurs fois de cette idée. J'ai essayé de résumer un petit peu extraction des matières premières. Je ne parle même pas là de matériaux. Je ne parle pas de vous allez construire en bois ou en acier ou en béton. C'est vraiment la matière première. Par exemple, pour le béton, ça va être le sable, ça va être les graviers. Il y a de l'eau également. Le transport, elles vont d'abord être acheminées, puis transformées. Voilà, pour le béton, il va falloir chauffer ensemble des matériaux à très haute température pour créer le ciment. Une fois qu'on a ça, on va encore le transporter, généralement dans une autre usine ou sur le chantier, le mettre en œuvre. Dans les mises en œuvre, il y a encore plein de types de mises en œuvre qui sont différentes et qui vont être plus ou moins, par exemple, consommatrices en eau. Pour construire en béton, on a besoin d'énormément d'eau, alors que pour construire en bois, ça va être ce qu'on appelle un chantier sec. Bon, il faut évidemment un petit peu d'eau de temps en temps pour certains trucs, mais on en consomme beaucoup moins. Le sixième point, c'est l'entretien et la durée de vie. Parce qu'une fois qu'on a construit sa maison, bah, c'est une maison et tous ceux qui habitent dans une maison le savent, il faut l'entretenir. Il y a toujours un truc qui va casser, un truc qui va fissurer, un truc à renouveler. Donc finalement, dans les matériaux que j'ai choisis, dans tous les choix que j'ai faits dans la conception, quels sont les besoins en traitement et en renouvellement. Et je pense que c'est une partie qui est très difficile à évaluer parce qu'on ne sait jamais à quelle vitesse ça va se dégrader, mais si on arrive à l'approximer du mieux qu'on peut, c'est un point important. Et Tout à après, fait. recyclage, réemploi ou déchets, bah, il y a des matériaux qui peuvent être recyclés ou réemployés, et puis il y en a d'autres qui vont partir en déchets. Et puis encore une fois, c'est à quel coût? Donc on sait que le mieux, c'est le réemploi. Nous, on a fait des parements en briques de réemploi, donc le chantier était très proche. Beaucoup de briques ont été pas cassées, mais juste les joints. On a pu récupérer les briques et on les a remaçonnées et c'était top. Parce que du coup, on n'a pas besoin de créer de nouveaux matériaux. En plus, elles avaient déjà ce petit côté vieilli qui est assez charmant. Donc ça, c'est très bien. C'est pas toujours possible. Pour le béton, bah, dans ces cours d'école, on a fait des cages de gabion. Là, c'est les nouvelles cages en métal.
Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, dans lesquels on met des pierres normalement. Et ils font des murs de Oui, soutènement oui, 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 tout avec, à fait. voilà. Oui, oui, Bah, oui. là-dedans, au lieu de mettre des pierres qui seraient provenues de carrières, on a mis du béton concassé recyclé, qui venait par exemple de routes qui ont été cassées. Donc ça fait des gros morceaux. Et honnêtement, à 1 mètre, on ne voit pas la différence avec une pierre. Voilà, bah, juste un petit extrait qui est dans mon livre, donc présentation du cycle de vie des matériaux, là en construction classique, où j'essaye d'expliquer ben, pour le béton, pour le métal, pour d'autres matériaux comme ça, qui sont très souvent employés dans la construction, bah, l'ensemble de leur cycle de vie et l'impact environnemental et sanitaire qu'ils peuvent avoir. Parce que, bah, par exemple, beaucoup pour les isolants, il y a un fort impact sanitaire, surtout pour celui qui le met en œuvre. Et il faut le savoir parce que pour moi, construire éco-responsable, c'est aussi protéger les ouvriers ou les gens qui vont travailler pour vous. Tout à fait. Bah, en réponse à ces matériaux qu'on a utilisés jusqu'à présent, enfin, c'est un bien grand mot parce qu'il y a très longtemps, on n'utilisait pas de béton ou de fer. Ou, je ne dis pas qu'ils sont plus mauvais que certains autres, c'est ceux qui me viennent à l'esprit là. Mais on a beaucoup d'éco-matériaux. J'ai rajouté locaux parce qu'il faut s'intéresser à leur provenance qu'on peut mettre en œuvre dans nos constructions. Alors là, j'ai un petit tableau et on va passer vite dessus. Je ne vais pas le lire, mais il est disponible dans mon livre et sur Instagram et qui, lot par lot, donne des exemples de ce qu'on peut utiliser pour le même usage, en fait. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir Non, dessus. non, c'est bon. Après, de toute façon, les gens peuvent l'arrêter la vidéo quand ils veulent Voilà, et ils trouvent cette regarder, image prendre des intéressante à exemples. regarder. Mais Mm. effectivement, c'est vraiment cette approche globale sous les choses. Après, il y a des exceptions parce que, comme on disait tantôt, personne n'est parfait. Quand moi j'ai construit, j'ai été voir une scierie locale. Elle était à une trentaine de kilomètres et puis elle ne pouvait pas me garantir qu'elle aurait le bois au bon moment, Bah oui. qu'elle pouvait me le transporter, qu'elle pouvait le faire sécher à temps aussi. Et du coup, j'ai dû aller voir un peu plus loin. Et puis, on m'a beaucoup reproché ça en disant, maintenant, tu fais une construction écologique et tu as ramené ton bois de 500 kilomètres. Et est-ce que c'est tout à fait éco-responsable? Et je dis non, bien entendu que non. Mais par contre, on a fait le calcul suivant avec une petite remorque, d'aller jusque la scierie locale. Et à ce moment-là, si j'avais été chercher tous les petits éléments, puisqu'avec ma remorque, j'étais un peu plus limité au niveau du poids dedans, eh bien, en fin de compte, comme on n'a acheté qu'un seul camion de bois qui est venu à ce moment-là en une fois, c'était un gros, gros chargement, eh bien, ça nous coûtait moins cher en déplacement que tous les petits déplacements qu'on aurait fait avec la remorque. Et du coup, c'est pour ça que je dis, quand les gens ont cette vision, c'est vraiment avoir une vision globale et pas sur un impact en disant, ben, tiens, le bois, j'ai ramené à 30 kilomètres point final. Non, comment est-ce qu'on le ramène, par combien de transports, et ci et là. Et c'est l'addition de tout ça qu'il faut comparer à ce moment-là si on l'achète ailleurs. Après, Ouais. moi, j'avais un problème de timing, tout simplement. Ben, on avait quitté la Belgique et j'avais besoin de disponibilité de matériaux. Si on ne le trouve pas à l'endroit, ben, on le fait ailleurs. Et du coup, on n'a pas fait parfait. D'un autre côté, en compensation, on n'a pas fait de béton du tout. Et voilà, je dis, on n'est pas parfait, on essaie de faire au mieux ou au moins d'impact possible. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Et là où c'est très bien, c'est de se dire, voilà, je n'ai pas la solution que je souhaiterais avoir. J'ai une autre solution qui s'offre à moi. Est-ce qu'elle est égale, meilleure, moins bien? On peut se poser la question. Si elle est moins bien, on peut essayer de réfléchir ailleurs. Est-ce que je peux compenser ou pas? Et après, bah, de toute manière, on fait le meilleur choix qu'on peut avec ce qu'on a à ce moment-là, que Tout ce à soit fait. comme moyen ou comme connaissance, hein. Parce qu'on fait aussi des choix avec des connaissances et 3 ans après, on se dit, ah, mais j'aurais jamais dû faire comme ça. Ben, on ne savait pas à ce moment-là, hein. Exactement, c'est ça. On est sur un delta T et à ce moment-là, on a pris ce qu'on pensait être la meilleure décision et après, avec Mm. l'apprentissage ou la connaissance, ben, on adaptera pour une autre construction ou bien des conseils qu'on pourrait donner en disant, j'ai fait comme ça, mais peut-être que vous pourriez faire autrement. Ouais, ouais, exactement. Et d'où l'importance du partage, du coup, pour que Tout à fait. les gens puissent s'en rendre compte. Ah, ben, un exemple des petites fiches des écomatériaux, donc il y en a 9 comme ça. Et donc, je vous disais, voilà, sous quelle forme est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, le liège? Quelles sont les différentes étapes de production, les avantages, inconvénients, le coût. Alors, je mets un gros bémol sur le coût parce que ça évolue très, très vite et c'est jamais facile de savoir. Donc, c'est des fourchettes, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Et après, est-ce qu'il y a un encadrement technique? C'est facilement disponible en France, recyclage et voilà, quelques petites ressources utiles
Là, tu prêches un convaincu avec ton liège, hein, puisque nous, on l'a utilisé pour l'isolation phonique entre les deux bâtiments. Il me reste encore un tout petit peu de panneaux de liège. Donc, on va les mettre en fait dans le soubassement pour puisqu'on est en technopieux, on a quand même une différence sur le sol de 30 centimètres d'un côté et d'un mètre et quelque chose de l'autre côté. Et donc, on va ceinturer le bas du bâtiment avec le liège et on en a mis aussi sur tous les sols parce que tout simplement, c'est un élément décoratif qui est magnifique, qui est peu connu peut-être en France. Alors en Belgique, on en fait énormément, au Portugal fatalement aussi, et Ah du oui. coup, ben, il faut commencer à en parler parce qu'il y a d'autres alternatives au parquet, et notamment ben, tous les stratifiés qu'on connaît. Alors le liège peut être une belle solution aussi. Ouais, et puis vraiment, bah, j'ai choisi aussi celui-là parce que j'adore, parce qu'on peut en faire plein d'usages et puis on peut le mettre quasiment partout, quoi. Tout à fait. Pas besoin de se dire, est-ce que je suis en sol, en mur, en toiture? Bah, allez-y avec le liège, c'est bon. Alors, il y en a un peu de France. Par contre, là aussi, il y a le reproche qu'on préfère, oui, mais ça vient du Portugal. Mais je crois qu'il y a des régions d'Europe qui sont vraiment spécialisées dans l'un ou l'autre domaine et qu'après, ben, on ne peut pas aussi réinventer le monde complet non plus. Il y a des régions où c'est vraiment leur particularité. Par contre, ils le font d'une manière tellement éco-responsable. Est-ce que ça a du sens à refaire d'autres usines de liège en France avec toutes des implantations de bois? Parce que si on met des arbres liège en France, ce sera au détriment d'autres arbres qui étaient là avec des spécificités dans d'autres domaines. Mm. Bah, c'est sûr que la question se pose. Après, qui arrive à faire le calcul de savoir si c'est mieux, moins bien, mais c'est bien de l'avoir en tête, quoi. De Tout à savoir fait. qu'il y a de grandes chances qu'ils proviennent du Portugal. Il y en a un petit peu en France aussi. Voilà, donc on a fait le tour un peu de ce que je voulais dire sur les matériaux, les écomatériaux et leur cycle de vie. C'est important de savoir avec quoi on va construire, mais comment, bah, qu'est-ce qu'on fait après, une fois que j'ai mes matériaux, comment est-ce que je les agence entre eux pour faire une maison ou pour faire un quelconque projet? Qu'est-ce que c'est l'architecture bioclimatique? C'est une façon de concevoir l'architecture en harmonie avec son environnement et ça passe par étudier le site qui est autour de nous, étudier les ressources qui nous sont disponibles. Donc là, je parle de ressources naturelles disponibles comme le soleil, le vent, la végétation, le relief. Mais il faut savoir que ces ressources, ça va aussi être nos contraintes. Parce que le soleil qui me chauffe, c'est aussi le soleil qui me donne trop chaud. Le vent qui ventile ma maison, c'est aussi le vent qui va refroidir mes parois. Voilà, le relief qui va peut-être me permettre d'avoir une isolation naturelle en étant semi-enterré, eh ben, il va aussi me coûter plus cher parce qu'il va falloir peut-être excaver et c'est du temps, c'est de la main-d'œuvre, c'est de l'énergie, c'est un budget. Bioclimatique et passif, c'est vrai que la nuance est souvent assez subtile. Et alors, la façon dont je voudrais l'exprimer, c'est que une architecture bioclimatique, elle va vraiment essayer de s'approprier au maximum les éléments de son environnement pour, pour son fonctionnement. Donc, elle va choisir vraiment son exposition par rapport au soleil, mais par rapport au vent, par rapport au relief, par rapport aux arbres qui sont autour d'elle. Comment est-ce que ces arbres ils vont pouvoir le protéger du soleil ou comment est-ce que ces arbres vont pouvoir le protéger du vent aussi. Un bâtiment passif, il peut être aussi bioclimatique, mais ce qu'il a en plus, c'est de dire, je vois mon chat qui se balade sur le mur au fond, Tout à fait. cet environnement dont je me sers pour faire une maison, qu'est-ce qu'il a comme extrême dont il faut que je me protège? Et c'est là que dans un bâtiment passif, on va avoir beaucoup d'isolation rajoutée, par exemple, pour se protéger des très grands froids ou des très grosses chaleurs. Et une maison bioclimatique n'est pas forcément passive, une maison passive n'est pas forcément bioclimatique, elle peut être passive uniquement avec des moyens techniques et sans utiliser l'environnement qui l'entoure. Et pour moi, en tout cas, la conception éco-responsable, c'est celle où on arrive à être à la fois bioclimatique, c'est-à-dire utiliser au mieux son environnement, et passif, donc se protéger des problèmes qu'on pourrait avoir à cause de cet environnement pour au final essayer de consommer le moins possible et d'avoir le moins d'impact possible. Mhm.
Je ne sais pas si là-dessus tu veux réagir parce que c'est des termes Non, qui mais je sont pense quand que même... c'est voilà, parce que j'étais sur plein de sites où je partageais des choses, puis les gens me disaient ouais, mais nous on construit passif, ça n'a rien à voir avec ça. Et je dis mais à un moment donné, les matériaux, par exemple, reparle du liège, mais que votre maison soit passive ou bioclimatique ou simplement écologique, c'est le même matériau. C'est Mhm. simplement peut-être la notion est différente. Le bioclimatique, on va d'abord essayer effectivement de s'adapter par rapport au lieu le plus possible et que vous, ben, vous en foutez un peu de ça et quelque part, on mettra des produits, quitte à mettre du polystyrène ou quoi que ce soit pour mieux isoler. Mais je pense qu'à un moment donné, les deux vont se croiser et les deux vont Mhm. être dans la même logique. Et effectivement, je pense que moi, je suis pas trop pour les termes où on doit avoir une étiquette ou quoi que ce soit derrière. Je pense pour moi que, un peu comme la nourriture bio, ça ne devrait pas exister. On devrait faire la nourriture saine, tout simplement. Et je pense que ça devrait être la même chose pour les constructions, d'avoir une étiquette passive parce que c'est important d'avoir l'étiquette à la fin. Pour moi, c'est pas fort important, c'est la manière qu'elle a été construite. Et surtout à la fin, si on peut, à ce qu'elle ne consomme rien ou même qu'elle soit positive, tant mieux. Mais l'étiquette, Exactement. pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi le mot éco-responsable qui, en fait, n'est pas si employé que ça. Alors moi, je pensais qu'il était vraiment employé et finalement, à chaque fois que je l'écris, mais même dans des outils de traitement de texte ou sur Internet, bah, souvent, on ne connaît même pas l'orthographe. Est-ce que c'est éco, plus loin, responsable? Est-ce que c'est un seul mot? Pour moi, c'est un seul mot comme écologique. Mais c'était vraiment parce que dans les autres termes liés à l'architecture, voilà, le bâtiment passif, le bâtiment BBC, le bâtiment bioclimatique, et il y en a à l'appel, je trouvais jamais un terme qui corresponde à ma vision, qui est vraiment de, voilà, comme on a dit, avoir une vision générale et de Tout à faire fait. au mieux, en fait. Faire Et au c'est pour mieux. ça que ma formation, je l'ai appelée éco-conception saine, tout simplement parce que dans le terme éco, je voulais être un peu plus large et ne pas mettre justement une étiquette particulière. Et ça Mm. englobe exactement tout ce que tu viens de dire. Ouais, ben c'était ça aussi dans éco-responsable parce que du coup, on va avoir peut-être le côté écologique, mais aussi le côté économe s'il faut Tout et à fait. plein de choses comme ça. Hop, l'architecture bioclimatique en 6 points. Alors, bon, il y en a certainement beaucoup plus ou d'autres, ou des différents. C'est pour moi 6 points qui sont importants. C'est la forme. Une forme compacte permet de limiter les transferts de chaleur par les parois. Bah, l'été, ça va éviter qu'il y ait énormément de chaleur qui rentre et l'hiver, énormément de froid qui rentre, de chaleur qui sort de votre maison plutôt. L'organisation de l'espace, bah là, c'est toute l'idée du bioclimatique, hein. Comment est-ce que en positionnant les espaces qu'on appelle de jour, qui vont être plutôt salon, salle à manger, cuisine au sud et à l'ouest, et les espaces de nuit qui vont être plutôt les chambres à l'est, avec des espaces tampons au nord, parce que le nord va être plus froid et plus humide. Donc ces espaces-là vont absorber en fait la différence de température et la différence d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, comment on arrive à agencer toutes ces différentes pièces de la maison qui ont des usages différents et qui sont vécues à des timelines différentes aussi dans la journée. On optimise au mieux notre consommation et notre confort, parce que c'est aussi l'idée d'avoir une maison confortable à la fin. Les protections solaires, ce que je disais, le soleil, c'est notre ami quand il vient réchauffer notre salon en hiver, mais quand il fait 40 degrés dehors et qu'il vient réchauffer notre salon en été, on l'aime un peu moins. Donc, il va y avoir toute la question de comment est-ce qu'on se protège. Et la question qui est vraiment cruciale, c'est comment est-ce que je me protège en été et j'accepte le soleil en hiver. Donc, on a tout un tas de solutions naturelles ou ajoutées qui vont permettre de faire ça. L'isolation, toujours. Et j'adore vraiment ce projet de En route vers demain, si toi ou les gens qui vont nous regarder ont l'occasion d'aller voir sur Instagram, On où tu en mettra le parles lien aussi en dans tout ta cas. formation avec le Earthship. Et à la base, cette fille-là m'avait contactée pour l'aider sur de la modélisation 3D pour pouvoir au mieux anticiper sa construction. Et c'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans son projet. Et plus je le découvrais, plus je me disais, mais c'est incroyable, tout est pensé, tout est vraiment optimisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de superflu, mais qu'en même temps, ce soit un intérieur confortable, vraiment en harmonie avec le terrain. Et elle dit qu'elle avait beaucoup de mal à trouver son terrain et je la comprends parce qu'il fallait la pente parfaite pour pouvoir être enterré au nord, mais à la fois complètement ouvert au sud.
Beaucoup de choses comme ça, je parle de ça parce que l'isolation peut être naturelle. On n'est pas obligé de se mettre 25 centimètres de laine de quoi que ce soit pour se Je fais le protéger. parallèle avec ce que tu dis avec le terrain parce que c'est justement le propos de mon live de demain soir. C'est justement par quoi est-ce que je commence? Est-ce que je commence à faire toute la phase de conception de mon projet et puis je dois essayer de trouver le terrain qui est vraiment lié à ça? Ou Mm. est-ce que je vais trouver un terrain et puis là, après faire la phase de conception, et là, il y a une grande difficulté qui va arriver, c'est que sur le périmètre bâtir, de construire, on a l'autorisation avec le vendeur du terrain de mettre une condition suspensive de Mm. l'octroi du permis de construire. Et le problème, c'est que lui, il va te mettre la pression en disant, mais moi, je vous donne maximum 2 mois pour avoir le permis, sinon, entre guillemets, le terrain, je le vends à quelqu'un d'autre. Et du Mm. coup, la conception en 2 mois, c'est impossible. Et du coup, je pense après qu'il n'y a pas une solution qui est bonne. L'idéal pour moi, ça serait d'examiner un peu tous les éclairages que tu as dit tantôt par rapport à ton travail, par rapport à ton univers, bien examiner quelles seraient tes envies, tes besoins, que ce soit en énergie, que ce soit en local, en lieu, en mètre carré, que ce soit pour l'intérieur, l'extérieur, quels usages tu vas faire de chaque pièce. Et une fois que tu as ça, tu as une idée globale du projet. Elle a déjà commencé à dessiner un peu les contours et le reste, ça sera l'adaptation sur le terrain en fonction de ce que tu trouveras. Comme ça, tu te mets moins dans des carquois de l'impossibilité parce qu'on sait qu'avec le gel de toute façon des sols, bientôt, avec la pénurie des terrains, il faudra un peu l'adapter. Donc, si on est vraiment trop cloisonné, ça va être compliqué d'adapter un projet aussi, hein. Mais c'est complètement vrai. Et c'est peut-être aussi l'intérêt on disait, de lire un petit livre qui va nous ouvrir l'esprit sur tous les possibles Tout à fait. avant de se lancer dans la formation qui va vraiment nous guider en pas à pas, bah, pour se dire, voilà, en fait, j'aborde ma formation qui va me permettre d'aller jusqu'au bout de mon projet de conception, voire de construction, en sachant que je dois un peu regarder dans ce style-là architectural et dans ce style-là de terrain, par exemple. Tout à Et je fait. pense que c'est très important. Et moi, j'ai mis aussi des ressources gratuites en ligne là-dessus parce que ça me paraît important d'éviter aux gens de faire des erreurs, mais notamment sur le choix du terrain. C'est tellement c'est vraiment la fondation du truc, finalement. Et Je vois. Je te coupe 2 secondes, mais j'ai ici à Digne-les-Bains, il y avait un promoteur qui avait vraiment un très beau projet. C'était 12 maisons. Et quand tu le vois sur papier, mais c'est magnifique. En plus, ça, il a mis des dessins en 3D dessus où les gens se représentent vraiment la maison idéale. Et en fin de compte, si tu mets une boussole sur son terrain, il y en a 11 que même gratuit, il ne faut pas acheter. Il y avait un seul terrain qui est bien exposé. Et tu sais que c'est le seul terrain qui n'arrive pas à trouver preneur. Tout simplement parce qu'à l'entrée de lotissement, les gens disent, ah non, il y aura trop de bruit. ah, ouais, Donc, ils ont pensé au bruit de la route, mais n'ont jamais pensé à tout le reste de la conception de la maison. bah, le problème, c'est que voilà, ils vont avoir acheté, ils vont regretter au moment où ils vont voir leur constructeur ou leur architecte qui va leur dire, bah, je veux bien essayer de faire des merveilles, mais ça Bon, va ils être... vont passer par le promoteur qui leur vendra les merveilles sans rien leur dire, et puis voilà. Après, ils verront quand ils seront dedans. C'est un peu triste parce qu'effectivement, tu l'as dit au départ, c'est vraiment construire sa maison, c'est un projet de vie, et il ne faut pas que ça devienne une catastrophe de vie. Ouais, ouais. Voilà. Puis une Donc, fois un qu'on grand a le merci terrain, pour c'est toutes les difficile ressources de... gratuites que tu mets aussi, parce que justement, ça permet aux gens de ne pas commettre ces bêtises. En tout cas, ils doivent juste prendre un tout petit peu de temps de lire les ressources que tu leur mets à disposition. Et voilà, j'enchaîne là sur le côté bioclimatique et éco-responsable parce qu'on arrive au terrain, c'est ce dont on était en train de parler. Il doit permettre une orientation optimale. Là, c'est la seule phrase que j'ai mise. Bon, il doit permettre beaucoup d'autres choses, mais moi, je dis dans l'idéal, si vous arrivez à avoir un accès au nord et un terrain légèrement en pente vers le sud ou vers l'ouest, bah, c'est bon, c'est top, quoi. Vous allez accéder par le nord ou par l'est. Vous allez avoir vos pièces de vie qui vont être du côté le plus froid de la maison, vos pièces de nuit du côté le plus froid, vos pièces de jour du côté le plus chaud. Vous allez pouvoir avoir un écoulement des eaux fluides vers votre jardin. Peut-être en bas de votre terrain, là où toute l'eau va arriver, vous allez avoir votre potager qui va être explosé plein sud ou plein ouest. Donc, c'est pour moi la meilleure des configurations possibles. Comme au nord, de toute façon, on va mettre des espaces tampons pour se protéger du froid. On va aussi se protéger du bruit de la route qui vous Tout à dessert. fait.
Et, et voilà, bah, ouais, comme on disait, le choix du terrain est très, très important. Choix des matériaux, on a déjà parlé, la surface. Construire plus petit réduit les besoins en matériaux, en chauffage et préserve les espaces végétalisés. Et c'est difficile souvent de faire comprendre que plus grand dans une maison ne va pas signifier mieux et qu'on peut faire construire petit, mais très bien agencé, très bien optimisé, avec beaucoup de rangements et qui soit très agréable à vivre. Ça, c'est quand même un point important parce que si on veut faire quelque chose de d'éco-responsable, mais qu'on fait quelque chose d'immense et qu'il faut chauffer, qui est très haut de plafond et avec des pièces, parfois on entend oui, mais alors il me faut cette taille de salle à manger parce que une fois par an, à Noël, je reçois ma famille, ou il me faut 3 chambres d'amis parce que de temps en temps, j'ai mes amis de Suisse qui viennent. Bah, Ça n'a pas de sens, hein. voilà, Et autant. je rigole parce que hier, j'ai encore vu une émission, je ne vais pas dire le nom parce qu'un de ces jours, il va me faire un procès. Mais les gens, en fait, quittent Paris pour aller dans le sud. Et en fait, il y a deux. Et effectivement, de temps en temps, il y avait des amis. Et il fallait 4 chambres Ouais. pour de temps en temps accueillir des amis. Et je pense, je prends la phrase que tu as dit parce que pour moi, je vais un peu plus loin que ton raisonnement. Et parce que j'aime bien quand les gens restent positifs et pas d'avoir des frustrations. Tu as dit parfois construire plus petit et tu as tout à fait raison parce que si je prends ma pièce de vie de 60 mètres carrés et maintenant je vais la réduire à 40 mètres carrés, les 20 mètres carrés que j'ai au niveau du rez-de-chaussée, si je fais un étage, c'est 20 mètres carrés à l'étage. Et du coup, ça fait quand même 40 mètres carrés. On vient d'économiser Mm. 30, 40 000 euros. On parle maintenant de constructions qui sont de plus en plus chères ou de plus en plus compliquées. Et je pense que ces économies, elles sont intéressantes. Mais plutôt maintenant que d'avoir la frustration en disant on va réduire notre espace, est-ce qu'il est intéressant d'avoir la réflexion en disant quel est l'espace que j'ai le besoin? Et Bah du oui. coup, Mm. on va s'apercevoir que 40 mètres carrés, c'est peut-être même déjà de trop. Et du coup, Mm. je n'ai pas la frustration en disant j'ai construit petit, j'ai construit logique. Et je vais encore une autre chose, je vais encore plus loin que toi dans le raisonnement, mais on se complète tout à fait. C'est, je pense à un concept de maison aujourd'hui, mais quelle est ma situation de vie aujourd'hui? Je suis marié, jeune marié, je n'ai pas d'enfants. Demain, il y aura 2 ou 3 enfants. Après, ils seront grands, ils vont partir. Est-ce que à chaque fois, je dois vendre ma maison parce que ma vie aura changé et quelque part, je ne vais pas me retrouver dans une grande maison tout seul, ou au départ, je n'ai pas les moyens d'acheter cette grande maison. Et du coup, comment cette maison sera évolutive dans le temps? Et peut-être que ça, c'est aussi une réflexion qu'on pourra avoir. Tiens, je vais construire une maison avec un étage que j'aménagerai plus tard, qu'éventuellement il y a déjà une entrée extérieure qui a été prévue pour faire un appartement Mm. privatif. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps une photo sur Internet où il y a justement une porte qui mène à aucun escalier extérieur. Et tu aurais dû voir le nombre de gens qui se sont moqués d'eux. Et puis à un moment donné, elle a quand même fait une réponse parce que je pense qu'après une centaine de commentaires négatifs en disant, est-ce que vous avez posé la question pourquoi on a fait ça? Mm. Et donc là, c'était vraiment prévu pour un appartement plus tard, mais il n'avait pas envie de mettre l'escalier maintenant parce qu'il n'a aucune utilité. Voilà. Oui, oui. Non, mais c'est sûr. Et sur le construire adapté à ses besoins, moi, ce que je vois souvent aussi, c'est. Alors moi, j'ai une philosophie qui est quand même très minimaliste et j'essaye d'expliquer souvent aux gens que quand ils ont beaucoup de choses, ça leur prend bon, leur argent parce qu'il faut l'acheter, mais leur temps après parce qu'il faut s'en occuper. Et une grande maison, c'est énormément de temps. Après, c'est un truc qui vient de se casser. C'est comme on disait au début, quelque chose qu'il faut remplacer. Et puis un coup, c'est le volet, et puis un coup, c'est la chaudière, et puis un coup, c'est là le petit morceau de bois qui va plus. Et je pense que finalement, en reconsidérant vraiment ses besoins, on arrive à réduire et à gagner et du temps et de l'argent. Là, je te rejoins à 100%. Bah, ça, c'est voilà, c'est une grande partie du message aussi que j'essaye de transmettre. Et voilà, puis je finis là-dessus, la gestion de l'eau. Bah, sur la gestion de l'eau, on pourrait aussi rester très longtemps, hein. Comment on réinfiltre les eaux de pluie dans le sol ou comment est-ce qu'on les garde pour arroser. Voilà, comment on fait de la rétention temporairement. Parce qu'il faut savoir aussi que quand nous, on rejette de l'eau dans les réseaux, même l'eau de pluie, en fait, elle va après être traitée et c'est du transport, c'est beaucoup de chimie, parce que j'ai travaillé sur les usines de traitement de l'eau et
Oui, bah, c'est beaucoup, beaucoup de consommation de produits chimiques et d'énergie pour repasser notre eau potable comme on l'a et on utilise beaucoup d'eau potable qu'on n'aurait pas forcément besoin d'utiliser. Bien sûr, mais ça, je reviens de nouveau là-dessus. Quand tu es en phase de conception, toutes les sources d'énergie qui rentrent et qui sortent, il faut les examiner. Et effectivement, ben, l'eau qui sort, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la traite dans Mm. notre jardin? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Il y a des formules maintenant avec du broyat de bois qui coûtent 2 fois rien. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. On peut recycler l'eau et la réinjecter après dans le circuit. Alors, effectivement, l'eau des toilettes, on ne va pas l'amener après dans l'évier, mais il y a quand même des possibilités. En tout cas, ça vaut la peine de se poser cette question et pas dire, oh ben, on met tout à l'égout, point final. Voilà. Ouais, bah, complètement, complètement. Et je finis sur les systèmes que j'appelle actifs. Bon, voilà, bah, même si on a très bien conçu sa maison, on peut toujours avoir besoin de rajouter un chauffage ou de rajouter de la ventilation, une VMC. On peut choisir de chauffer son eau avec des panneaux solaires ou de créer en plus de l'énergie avec des panneaux photovoltaïques. Et il y a beaucoup de ces systèmes qui sont très bien, mais il faut, dans la réflexion globale, se dire que c'est aussi des produits qui ont dû être construits, que mon panneau solaire, il n'est pas apparu comme par magie sur mon toit, qu'il a fallu, mais on revient à cette slide du début, trouver les matières premières, les transporter, les transformer, les retransporter, certainement les retransformer encore une fois parce que ça se fait en beaucoup d'usines différentes, chacune a sa spécialité avant d'arriver sur notre toit. Et là, de nouveau, ben, là, de se poser des questions et on part de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, on habite un appartement ou une maison, on veut faire construire. Et quelles sont en fait mes consommations d'eau, d'électricité? Et du coup, si je veux produire l'électricité, je ne vais pas écouter ce que le vendeur veut mettre sur mon toit pour essayer de vendre le plus de panneaux possible, mais c'est combien de panneaux seraient utiles pour arriver à diminuer fortement ma consommation sans en acheter de trop, puisqu'on sait que la production de ces panneaux ne sont pas non plus au Mm. top. Et si on trouve le bon compromis, et là, je pense qu'on a fait vraiment cette démarche, comme tu dis, d'éco-responsable, mais ça veut dire que la réflexion est très importante. Et tu vas me dire, oui, mais c'est très compliqué. Ben, sur chaque appareil, il t'écrit dessus la puissance. Tu sais combien de fois tu fais ta machine sur une journée ou sur une semaine. Donc, c'est facile quand même de déterminer ces gros postes de consommation. Ouais, et c'est là que le mot responsable prend son importance parce Tout que à fait. on ne dit pas qu'on a fait le choix parfait, mais on sait quel choix on a fait et on connaît ses conséquences. Bon, là, c'est rapidement, comme on disait, est-ce qu'on pense d'abord le choix du terrain ou le choix de la maison? Moi, je propose quelques propositions d'aménagement qui pourraient être faits à l'intérieur d'une maison, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je veux une maison qui soit en L, parce que j'aime ça d'un point de vue esthétique. Ok, tu veux une maison en L, bah tiens, voilà typiquement comment est-ce que ce serait bien de l'agencer. Et après, on verra quel type de terrain il te faudra pour que, Tout pour à que ça fait. puisse coller. Des principes ancestraux, oui. L'architecture bioclimatique, les écomatériaux, tout ça, mais c'est... Bon, les écomatériaux, pas tous, on en invente des nouveaux, mais certains comme la terre, le bois, la pierre, c'est vieux comme le monde et ils ont toujours construit avec ça. À l'époque, on se posait quelque part, ok, qu'est-ce que j'ai autour de Ne moi? me J'ai dis pas que tu vas revenir avec l'histoire des trois petits cochons, quand même. Bah si, la maison en paille tient très très bien. Non, mais c'est vraiment pour dire, voilà, à l'époque, on n'avait pas tout ça, on ne se posait pas 10 000 questions et on faisait des choses très simples et dans le respect de l'environnement parce qu'on construisait avec ce qu'on avait autour de nous. Si c'était une forêt, on construisait en bois. Si on était dans des terres argileuses, ben, on construisait avec la terre. Si on était dans des trucs rocailleux, on construisait avec la pierre. Et on construisait par rapport aux problèmes qu'on rencontrait. Bah, j'ai besoin de me protéger du soleil. OK, comme sur cette image, je fais des toutes petites ouvertures. J'ai besoin de me protéger du vent. OK, je fais une paroi pleine face au vent et je m'ouvre de l'autre côté. Et voilà, juste une petite aparté pour dire qu'on n'a pas réinventé la roue et que si on se pose des questions très simples, on trouve des réponses très simples et on peut construire, encore une fois, simplement et efficacement. Bah voilà, on va arriver à la fin. L'importance de la préparation, on l'a un peu dit tout au long de notre entrevue, c'est de dire il faut que je pense à mon projet de manière générale pour éviter plusieurs choses. Bah, les mauvaises surprises sur le chantier. Ah, mais ça, je ne pensais pas que ça allait là, ou j'ai pas assez de matériaux, ou bah, ça va pas, il faut que je change. Et du coup, en évitant déjà les mauvaises surprises sur le chantier, on peut optimiser la quantité de ressources qu'on utilise.
Moi, c'est aussi pour ça que je fais de la modélisation 3D parce que on voit très très vite que bah, y a des choses qui vont pas fonctionner ou on peut très vite évaluer la quantité exacte de matériaux qu'il nous faut. Bon, on rajoute une petite marge toujours parce que un chantier, ça reste un chantier, mais on est assez précis. Identifier et planifier des solutions aux défis environnementaux, augmenter la durée de vie du bâtiment, bah, plus on a anticipé, plus on a pris en compte le plus de problèmes possible. On a aussi pris le temps de la réflexion parce que, comme tu disais, si on est pressé pour acheter un terrain et que 2 mois plus tard, il faut que le permis de construire soit accepté, ben, l'architecte ou le constructeur, aussi bon qu'il soit et aussi bien intentionné qu'il soit, il ne peut pas penser à tout immédiatement et c'est bien, je pense, de concevoir sur une longue période de temps pour remettre en question ses choix et de se donner le temps d'avoir des nouvelles idées. Et Alors, les voilà. gens me posent cette question-là, hein, de combien de temps ça met. Toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'interroger, ceux qui ont fait leur projet, me disent tous, on a mis plus ou moins 3 ans pour faire la conception. Et moi, je m'étais vraiment mis dans l'idée. On sait que les taux d'intérêt sont déjà aujourd'hui aux alentours des 4%, mais ça va monter, parce qu'aux États-Unis, la barre des 8% est passée maintenant. Donc, effectivement, plus on attend, plus ça va augmenter. Mais d'un autre côté, la précipitation n'apporte jamais rien. Et du coup, Mm. moi, ce que je voulais faire, c'était essayer de réduire ce temps de manière beaucoup plus courte, le ramener. Alors, la formation ne dure que 40 heures, donc tu pourras me dire en une semaine, on a fini. Ça serait la chose la plus stupide au monde à faire. Et je pense qu'il faut essayer de la ramener ça. Pour moi, le bon timing, c'est 4 à 5 à 6 mois. Ça permet de visualiser quelque chose, de Mm. l'assimiler, de le comprendre, de l'intégrer dans son projet, d'aller, la porte qu'on vient d'ouvrir, d'aller un peu l'approfondir plus, et après on se voit que c'est pas pour soi. Et après, au fur et à mesure, de se mettre de plus en plus dans son projet. Si on va aller vite, ça n'ira jamais de toute façon. Ouais, mais ça, c'est vrai. Nous, l'appartement dans lequel je suis, au début, on s'était dit, ah, ben, on va tout refaire parce qu'on pensait que ce serait mieux pour nous. Et finalement, en l'habitant comme ça, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas et ça aurait été une erreur de trop anticiper les travaux, quoi, sans prendre le temps de réfléchir ou de le vivre d'une certaine façon. Tout à fait. Mm. Et donc, bon, bah voilà, pour éviter les erreurs, comment est-ce qu'on fait? Bah, formation, il y a beaucoup de, bah voilà, toi, tu as une formation en ligne, livre, moi, j'en propose pour le moment un, il y en a d'autres à venir. Et surtout, on met tous les deux beaucoup de ressources gratuites en ligne. Et pour les gens qui n'ont pas forcément l'envie ou les moyens maintenant d'investir, bah déjà, commencer par regarder toutes ces ressources C'est une gratuites. première étape, hein. C'est la première étape. Après, s'entourer, bah, architectes, professionnels de la construction ou des gens que vous connaissez qui ont déjà construit, qui ont des retours d'expérience à vous faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus valorisable. Et demander de l'aide, bah, ça c'est super important dans la construction, c'est que dès qu'on rencontre un problème, il faut tout de suite demander de l'aide, chercher une solution, parce que c'est rare que ça se résolve tout seul. Oui, et puis peut-être aussi, ben, même si on ne veut pas construire soi-même sa maison, je pense que d'aller dans des réseaux comme Twiza ou d'autres qui Mm. font du chantier participatif, ça permet de s'intégrer dans une technique particulière, de rencontrer aussi des gens. Mais par exemple, on se dit, ben, tiens, moi je pensais faire ma maison en ossature bois et l'isolation avec des matériaux, on va dire laine de bois ou des choses ainsi. On a été sur un chantier, on a vu par exemple une isolation avec de la paille. Et on disait, mais tiens, au Mm. départ, j'y pensais pas. Et le fait de l'avoir vu et d'avoir donné un peu la main à la pâte pendant quelques jours, ben, ça nous permet effectivement de dire, ah, mais tiens, c'est une option que je n'ai pas prévue au départ. Et tout compte fait, économiquement, puisqu'on a parlé aussi tout à l'heure, ben, au lieu d'acheter des matériaux tout faits qui vont vous coûter autant d'euros le mètre carré, ben, la paille, la terre, c'est presque gratuit. Et ça Ouais. amène des ressources naturelles qui sont locales. Donc, on a répondu à ta question tout à l'heure. En plus, au niveau d'un delta, elles sont très positives. Et voilà, autant travailler peut-être des matériaux peut-être plus simples. Et je pense, ça résume l'ensemble. Mais si on n'a pas été voir ces matériaux, c'est pas chez un marchand de matériaux que tu vas avoir une botte de paille et un peu de terre. Une goutte de paille et un tas d'argile, ouais, ça c'est Voilà. sûr. Et Après, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je prends à Bruxelles parce qu'on m'a donné cet exemple-là, c'est BC Materials. Et en fait, ce sont les architectes qui avaient marre de voir tous ces gaspillages de terre
de bonne qualité qui étaient mis un peu n'importe où et qui allaient recouvrir d'autres terres cultivables. Donc, ça n'a pas de sens. Lui, il voulait recycler tout ça. Et du coup, il a fait des big bags pour des murs en pisé. Il a fait des Ah briques oui. en terre crue. Et du Mm. coup, voilà, ça, c'est un recyclage intelligent. Et je pense qu'on arrive dans ce moment de crise, que ce soit par rapport au réchauffement de la planète ou de crise financière. Et tant mieux, parce qu'on va trouver des belles solutions. Et je pense que c'est ça. Si on n'était pas en crise, qu'on avait l'abondance, on ne se pose pas les questions. Et en période Mm. de crise, on va dire, tiens, peut-être que le modèle économique qu'on a fait n'est peut-être pas le bon. Est-ce qu'on peut se remettre un peu en question? Et si on n'a pas le choix parce que le portefeuille est là, ben, généralement, les choses vont plus vite. Et je trouve qu'à ce moment-là, ben, je remercie cette crise d'arrivée parce qu'on va enfin construire bien. On espère en tout cas. Voilà. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci, Elsa, pour toutes ces bonnes informations. Je vais mettre en lien les différents sites que tu nous as proposés et notamment Ouais. aussi ben, inviter les gens à lire tes e-books. Et en tout cas, c'est une première phase, comme tu disais, une belle mise en bouche, en tout cas, de commencer par ça. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, c'était vraiment un plaisir d'échanger. On se retrouve sur beaucoup de sujets. Et je pense que même les produits qu'on a chacun de notre côté créés dans le but de partager des connaissances se complètent aussi. Donc, c'est vraiment très chouette. Et merci pour l'invitation. C'est parfait. À tout bientôt, Elsa. Au revoir. Au revoir.